Le public, est-ce que vous ne pouvez pas, jusqu'à un certain point, lui dicter un peu ce que vous voulez? Le conditionner? Pas le patron, sûrement pas le patron. Il peut peut-être en dicter une part, mais une fort petite part. Il peut dicter en choisissant des journalistes qui, enfin, disons pas des journalistes, mais des cadres supérieurs qui peuvent apporter sa position. Bien, la convergence, ce n'est pas un principe québécois. C'est né de la fusion de AOL, qui était une compagnie Internet, et de Time Warner, qui était une vieille compagnie de médias. Et l'idée, c'était d'utiliser toutes les parties de chacune des deux compagnies pour faire la promotion des autres composantes de la compagnie. Ça devient problématique parce que si tous les médias, dans cette logique de convergence, deviennent la propriété uniquement de quelques propriétaires très limités ou 2-3 grands groupes uniquement, ce qui va arriver, c'est que personne ne pourra critiquer ces 2-3-là. Il peut y avoir une espèce de collusion. Alors sur le plan démocratique, c'est très grave qu'au Québec, on nous dise que 90% de tous les médias sont contrôlés par 2 grands groupes. Ça, il y a vraiment un problème. Ça veut dire que si ces 2 grands patrons réussissent à obtenir l'appui, par exemple, du patronat, ils pourraient s'arranger dans leurs médias pour qu'aucune critique substantielle, vraiment importante, puisse être formulée contre ces secteurs économiques. Heureusement, on n'est pas rendu dans cette dictature-là. Sauf que sur le plan démocratique, on a déjà permis une situation qui n'est pas tolérable, qui n'est pas bonne pour la vitalité démocratique d'une société qui se dit ouverte, qui se dit tout à fait démocratique, qui se dit prête à accepter toute la variété des opinions. On nous chante le capitalisme et ses vertus, puis on nous dit souvent que le capitalisme, c'est la démocratie, c'est la liberté. Tu peux dire n'importe quoi, tu peux exprimer tes opinions. Or, quand le 5e pouvoir, les médias, qui est supposé contrôler les autres pouvoirs, qui peuvent, eux, être très proches les uns de l'autre, de pouvoirs judiciaires, policiers, législatifs et exécutifs, bien, si le 5e pouvoir, en plus, est contrôlé par des intérêts particuliers, là, on a un problème. Les citoyens se voient privés de la possibilité réelle d'avoir un œil attentif sur la bonne conduite des choses. En termes d'information, il y a des dangers, c'est certain, à la concentration. Personne ne voudrait que tous les médias qui desservent une région, qui desservent le Québec, appartiennent à une seule et même entreprise. On veut qu'il y ait au moins quelques entreprises. Bon, la norme n'est pas tout à fait fixée, ça dépend aussi de la taille du marché, qui nous donnent de l'information parce qu'on a l'impression que si c'était la même ou s'il n'y en avait pas suffisamment, on n'aurait pas un grand choix, que les sujets traités, la façon de les traiter pourrait être identique d'un média à l'autre. Est-ce que la concentration qu'on a au Québec est dangereuse? Elle l'est à certains égards. Je pense que le cas le plus patent de concentration qui pourrait poser un danger, c'est celle de Québécois, qui possède les 2 journaux les plus lus à Québec et Montréal et le réseau de télévision le plus écouté pour son information, TVA. Les journalistes de Québécois, eux, là, vraiment, ils manifestent qu'ils ont plus de pression pour faire l'autopromotion, la promotion des produits québécois. Ils ont aussi plus d'inquiétude face à l'autocensure, par exemple, qu'ils sont obligés de s'imposer. Donc, il y a vraiment là, la grande problématique est chez Québécois. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas ailleurs. Elle est peut-être moins visible ou moins criante ailleurs, mais il y a plus de pression qui vont contre la déontologie du journalisme chez Québécois. Donc, ceux qui veulent faire leur travail aussi bien qu'ailleurs, ils ont plus de contraintes. Surtout dans le spectacle, la télévision, la culture en général, et le sport éventuellement s'ils ont une chaîne de télévision de sport, comme ils veulent l'avoir, ou une équipe de hockey un jour.
ça va poser des gros problèmes. Moi, j'ai fait la vérification avant qu'on sorte les 2 dernières années. Donc, 114 numéros du télé-horaire qui est distribué dans le Journal de Montréal avaient des unes liées à TVA. Sans exception. Sans aucune exception. Cette espèce de convergence d'affaires où on a un poste de TV qui fait de la production télé, genre Star Academy ou Occupation Double ou Montréal-Québec, puis on se sert de ces journaux pour mousser l'affaire. L'autre bord, c'est toujours bon. Montréal-Québec, c'est toujours bon. Occupation Double, quand tu lis le Journal de Montréal, c'est un fleuron de la culture occidentale. Rien de moins. Avec Aristote puis Maupassant. Quand on voit dans le Journal de Montréal, par exemple, plusieurs pages sur des émissions de TVA, là, on se dit, il y a peut-être justement un danger que les mêmes informations, puis le même propriétaire fasse en sorte que les mêmes contenus d'entreprise circulent d'un média à l'autre. Ça. La convergence des médias au Québec. On a traité ce sujet-là au Franc-Tireur il y a 7 ans. On a fait la liste sur une table, on a sorti tous les magazines qui appartenaient à Québécois. Il y en a beaucoup. La convergence au Québec, là, c'est plus seulement Québécois, c'est ça qui est étonnant. Tu as Radio-Canada et la presse. Et Radio-Canada, c'est Jean-François Dumas d'Influence Communication qui me disait que 10 % de tous les invités de Radio-Canada provenaient de la presse. Disons que le Québec, c'est une des sociétés où les médias sont à peu près les plus convergés dans le monde. C'est un des endroits où tu as 2 grands groupes. C'est pas compliqué dans la presse écrite. Tu as Power Corporation, tu as Québécois. Tu vas aller chercher à peu près 96-97 % de la presse écrite directe là. Le Devoir, bon, petit journal indépendant qui fait un travail journalistique tout à fait respectable, c'est quand même très marginal. Alors là, tu te ramasses avec 2 grands groupes, dont un, Power Corporation, qui est drôlement orienté politiquement. On commence à découvrir et à savoir et à comprendre que la presse et tout le volet médiatique de l'Empire Power Corporation, c'est simplement un truc pour diffuser les idées de M. Paul Desmarais. Mais Power Corporation, en plus, eux, ils s'assurent de rayonner encore davantage parce que là, ils ne sont pas capables tout à fait de compétitionner Québécois qui, eux, peuvent s'appuyer sur une télévision TVA. C'est que là, Power, il se disait, bon, ben, comment on va faire, nous, pour rentrer dans l'espace télévisuel des Québécois? Bon matin, mon amour. Café au lait. Croissant. Confiture, ananas et gingembre. Et la grosse presse. T'es donc bien fait. Ben là, ils ont fait une entente secrète avec Radio-Canada. Ils ont signé ça au tournant des années 2000. Et on sait aujourd'hui, dans le contexte où on vit au Québec, à quel point la collusion, cette espèce d'entente secrète entre des acteurs privés pour piper les choses en leur faveur peut être ruineuse pour une société, peut avoir des conséquences graves. Et à l'époque, Radio-Canada n'était pas soumise à la loi d'accès à l'information. Donc, on n'était aucunement capable de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette entente-là. Et là est arrivé un phénomène quand même particulier, c'est-à-dire l'arrivée des conservateurs au pouvoir. Et là, Harper, lui, il a soumis Radio-Canada à la loi d'accès à l'information. Donc, ce qu'on savait, ce qu'il y avait déjà dans ce document-là, c'est que la presse et Radio-Canada avaient décidé et accepté de partager des ressources, tant monétaires que structurelles que journalistiques. Alors, quand vous voyez toujours André Pratt sur les ondes de Radio-Canada, vous voyez Marie-Salle qui est tout le temps là, il y a comme des raisons qui font que... Surtout quand on arrive avec une flopée de mesures qui arrivent tout en même temps. Quand les journalistes de Québécois vont à Radio-Canada, ils se font dire par leur boss qu'ils sont des traîtres. Puis nous, moi, j'aimerais ça y aller à TVA commenter. Vincent Marissal aimerait ça. Mais on ne peut pas se faire inviter. C'est une politique de TVA de ne pas inviter de chroniqueurs de la presse. Ce sont que les chroniqueurs du Journal de Montréal. Alors là, tu as 2 camps qui s'affrontent. Puis je pense pas que les gens en retirent beaucoup plus d'informations, puis que les Québécois en tirent des avantages. Je pense que c'est le contraire. Puis en plus, Radio-Canada, là, tu sais, avec le milliard, en incluant la radio puis CBC, de subventions
pourrait faire mieux, pourrait faire plus, pourrait être plus varié, pourrait jouer un rôle de chien de garde dans les médias, en politique, dans le milieu social. Comment ça fait que vous ne faites pas travailler le monde pour que ça avance? Là, on a des quiz, ils ont des jeux, ils ont toutes sortes. C'est qui décide? Voyons donc. Là. Pendant ce temps-là, on n'a pas des réponses. Les écoles sont tout croches. Les profs, ils lâchent au milieu de l'année scolaire, sans sac. Il y en a qui travaillent fort, il y en a qui s'en sac, pas grave. T'sais, les infirmières vont travailler au privé, c'est plus payant, meilleur horaire. On les aide pas. Chris, y a-tu quelqu'un qui surveille ce qui se passe? Non, on va faire un quiz. Ils veulent que tous les médias, tous les journalistes de tous les médias de Québécois contribuent à une seule chose et qu'on puisse prendre, et c'est ça le débat, qu'on puisse prendre les textes de tous ces gens-là pour les passer n'importe où, dans n'importe quel média de Québécois. Non seulement on va se retrouver à travers la province, pas juste avec la même nouvelle, la même idéologie, le même tract, là, mais on va se retrouver aussi comme ça, mais dans la même ville. Les nouvelles, ça va être le 24 heures, TVA, Journal de Montréal, Canal Argent, Canal Sport qui s'en vient, etc. Tout le monde va non seulement la même nouvelle, mais la même idéologie. Ça va nuire. Si moi, je fais un reportage sur un sujet et que je fais une erreur dans mon reportage, je suis un humain, là, OK? Je peux faire une erreur de fait, de bonne foi, mais je peux faire une erreur. Et qu'on prend la nouvelle et qu'on la diffuse sur TVA, Québécois, Journal de Québec, Journal de Montréal, les hebdos, tout ça. L'erreur devient en fait une vérité, OK? Parce que tout le monde reçoit le message, puis il n'y a pas de correction de fait, OK? Alors que la diversité fait que je fais une erreur, mais un collègue d'un autre média va faire des nuances à ce que j'ai dit. Donc là, toi, en tant que lectrice, tu peux dire « Ah, lui dit ça, puis lui dit ça, comment ça se fait, ça ne marche pas, tu sais. » Donc, tu peux avoir un esprit critique par rapport à cette information-là. C'est ça le problème de la convergence. La même information, on la voit à bien des places, mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus diversifiée pour autant. Il y a une multiplication des plateformes, mais il n'y a pas une multiplication des points de vue sur la même information. Mais là où la convergence attaque le plus, c'est vraiment pour l'intégrité de l'information, c'est-à-dire tout ce qui concerne les conflits d'intérêts, où les journalistes sont pris pour parler des produits, des produits de la même famille ou du même empire, pour prendre l'appellation au Québec, là. Et ça, les enquêtes, autant aux États-Unis qu'ailleurs et chez nous, montrent que c'est ça le grand risque. C'est donc un détournement de la fonction journalistique. Il y a des journalistes qui veulent faire du bon travail puis qui ne peuvent pas le faire. C'est ça qui m'inquiète. Parce qu'ils sont dans des entreprises de presse, d'abord, qui sont très rentables, mais qui veulent avant tout servir juste les intérêts de leurs actionnaires. Donc, c'est ça qui m'inquiète plus à court terme. Puis en même temps, avec les nouveaux médias, il peut y avoir des choses intéressantes qui vont se faire là. Ce que les gens ne trouvent pas dans les médias traditionnels, ils vont le mettre sur des nouveaux médias. Maintenant, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'on a le temps, nous, de faire la tournée de tous les médias nouveaux et traditionnels dans notre journée? Il faut travailler, il faut gagner notre vie. Donc, on aura toujours besoin de bons journalistes pour nous aider à faire le tri dans cette grande orgie d'informations qui est la nôtre maintenant. Si la presse est concentrée, c'est malheureux, et il faudrait lutter contre cette concentration de la presse-là. Par contre, il y a une diversité d'opinions qui s'exprime déjà sur le web. Et si la presse ne fait plus son travail ou qu'elle a un point trop biaisé, la société, via ses citoyens, vont l'exprimer sur un paquet d'autres plateformes. Il est sûr que Pierre-Carl Péladeau est québécois au Québec. Là, c'est un très, très gros joueur qui, parfois, peut abuser de sa position dominante. On le voit un peu dans les conflits de travail. Ce pas des gens qui semblent très habiles à négocier des virages avec leurs employés. Mais ils en demandent tellement en même temps. Écoute, ils nous disent on ne veut plus votre convention collective, on veut en écrire une nouvelle. Une nouvelle en fonction de notre plan d'affaires. Mais tu n'écris pas une convention collective en fonction d'un plan d'affaires. Tu le fais, un, pour l'intérêt du public, un, pour l'intérêt de tes travailleurs. Et aussi des travailleurs et de l'employeur, évidemment, ça va ensemble.
Là où j'ai vraiment décroché, là, c'est à partir du moment où on a compris qu'ils se servaient de nous pour mener une lutte vraiment antisyndicale. Bien, on devenait une espèce de victime collatérale. Là, tu sais. C'est même plus l'enjeu, c'est même plus nous, c'est même plus notre convention collective, c'est même plus le journal. C'est une espèce de règlement de compte, en fait. Je sens qu'il y a comme une espèce d'idéologie derrière le conflit. C'est pas simplement un renouvellement de convention collective, c'est il n'aime pas les syndicats, puis il veut casser notre syndicat. Moi, ce que j'ai appelé M. Péladeau à faire, c'est de me donner des assurances que, contrairement à ce que disent les syndiqués, il négocie de bonne foi. Or, la sortie qui a suivi quelques semaines après ne m'a pas beaucoup rassuré parce qu'il tenait un langage très idéologique, où il voulait finalement casser les syndicats. C'est pas parce que ça ne marche pas, là, le Journal de Montréal, ça marche très bien, mais M. Péladeau est convaincu que la société capitaliste se porterait mieux s'il y avait moins de syndicats, moins de droits pour les travailleurs, puis il veut donner une leçon. Le syndicat nous donne une protection pour pouvoir faire notre travail de la bonne façon, avec un esprit tranquille. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour défendre les intérêts de mon patron. Tu es un chien de garde qui t'es les yeux du public dans des endroits comme ici, au Parlement, qui rapporte aux gens ce que toi, tu considères comme d'intérêt public. OK? Tu n'es pas là pour vendre une salade ou faire une espèce de lobbying pour une cause en particulier. Tu es là pour rapporter les faits. Je trouve que là, présentement, il veut s'attaquer à ça, puis là, je trouve que c'est là que je ne suis pas d'accord. Tu sais. Rue Frontenac, c'est pas une business, c'est un moyen de pression syndicale, ce qui fait qu'on n'a pas de salaire à payer, parce que c'est notre fonds de défense, ce qu'on appelait avant un fonds de grève, mais on n'est pas en grève, on est en lockout. Mais ce fonds de défense-là sert à payer les gens ils se promèneraient autour du parc avec des pancartes, comme vous en avez peut-être vu, ou qui fassent rue Frontenac, c'est la même chose. C'est la paye, elle vient de la même place. Alors, rue Frontenac, c'est un succès, un très beau succès. C'est même impressionnant, mais on est loin d'un site rentable. Rentable dans le sens de, on peut faire vivre les journalistes qui y travaillent. C'est clair. Et ça ne le sera pas, à mon avis, dans un avenir prévisible. Je pense que déjà, si le gouvernement du Québec et aussi le CRTC, tout ça, rééquilibrait la donne, disait par exemple qu'il n'est plus question que vous ayez un journal, une station de télévision et le câbleau distributeur le plus important du Québec dans le même marché, toutes ces choses-là, ça pourrait se faire, ça. Il y a eu beaucoup de commissions parlementaires. Il y a eu des rapports jusqu'en 1994 institués par le gouvernement canadien, parce qu'on parle de Québécois, mais on pourrait parler aussi de CanWest et tout ça, là, dans l'Ouest, et qui disaient clairement, toutes les commissions qui se sont penchées là-dessus disaient « Attention, il y a un danger pour l'information au Canada et au Québec. » Et il y a au moins 4-5 rapports, il y a eu des commissions parlementaires, et il n'y a rien qui s'est fait. Aujourd'hui, on a le problème dans la face, vraiment dans la face.